Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Commençons par parler d'un sujet gentil et apolitique qui risque de ne froisser absolument personne. L'affaire Barbara Butch. Oui, je sais, c'était il y a un mois déjà, mais on va quand même rapidement revenir dessus. Barbara Butch est une DJ queer devenue mondialement célèbre après avoir été l'une des égéries des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ce qui lui avait d'ailleurs valu des menaces de mort et un torrent d'injures homophobes, grossophobes et sexistes. Plus récemment, toutefois, elle s'est fait remarquer pour avoir réalisé une prestation dans l'ambassade de France à Israël, puis pour avoir signé une pétition en soutien à la loi Yadan, ce qui a été le point de départ de ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Barbara Butch. Après que plusieurs associations s'étaient opposées à sa venue à Grenoble pour un concert, le dit concert a été interrompu par des militants pro-palestiniens, soutenus et en partie conduits par la cellule locale de la France Insoumise. La majorité de la presse affirmait que des insultes antisémites avaient été criées et que des bouteilles avaient été lancées sur l'artiste. Pour la première information, c'est difficile de savoir, même si ce serait possible. En revanche, la deuxième s'est révélée largement fausse. Barbara Butch s'est tout à coup trouvé de nouveaux soutiens avec la droite et l'extrême droite qui étaient bien contents de pouvoir profiter de la situation pour s'acheter une posture républicaine à peu de frais, en oubliant le fait que quand elle avait été victime d'insultes lesbophobes, grossophobes et sexistes, il n'avait pas bougé le petit doigt et à ce moment-là, c'était la France Insoumise qui l'avait soutenue. Mais elle a également reçu des soutiens à gauche, particulièrement celui du Parti Socialiste, qui a virulemment attaqué la France Insoumise dont il essaye de se différencier pour avoir une chance d'exister dans l'élection présidentielle de 2027. En effet, Barbara Butch est, depuis plusieurs années, portée au nu par le Parti Socialiste, qui a fait de la DJ une sorte d'égérie tant elle correspond bien à la vision de la société que ce parti politique défend. À savoir une certaine forme de tolérance pour les minorités sexuelles, une lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, la reconnaissance des contre-cultures comme des cultures à part entière, et en même temps une fébrilité sur les questions d'antiracisme, un rapport au milieu LGBT+, qui s'arrête essentiellement aux gays et lesbiennes blancs et pas trop radicaux, et une remise en question un peu ambiguë des crimes du régime israélien, même si le parti a bien fini par reconnaître le génocide à Gaza. Et oui, parce que cette vidéo n'est pas sur l'affaire Barbara Butch, mais bien sur le Parti Socialiste, parce que j'avais envie d'en profiter pour faire une histoire de ce parti politique et répondre enfin à la question qu'on a tendance à se poser: quel est, en fin de compte, le positionnement politique du Parti Socialiste ? En 2012, le PS était considéré comme étant un parti de centre-gauche, qui adhérait alors à ce qu'on appelait le social-libéralisme, une adhésion aux thèses néolibérales matinée de quelques promesses progressistes. En 2016, pas mal de gens considéraient même que le Parti Socialiste devait désormais être pris pour un parti de droite, dans la mesure où ils avaient plutôt gouverné à droite, particulièrement entre 2014 et 2016, tout en continuant à se revendiquer de gauche. En 2022, après les accords de la NUPES, pas mal de voix commençaient à dire que le PS était simplement redevenu un parti de gauche. Et certains responsables politiques de droite essayaient même de vendre l'idée que le Parti Socialiste était devenu d'extrême gauche, en s'alliant à la France Insoumise. Et alors que l'élection présidentielle de 2027 approche, on est bien tenté de considérer de nouveau le Parti Socialiste comme un parti de centre-gauche, alors qu'il est en train de se jeter de nouveau dans les bras de son aile droite. Dans cet épisode de C'était pas mieux avant, on va donc voir que ce positionnement politique ambigu, changeant, n'est pas nouveau et s'explique en fait assez bien. On dit souvent que les origines du Parti Socialiste se trouvent en 1905 avec la fondation de la SFIO, mais personnellement, je les situerais davantage en 1920. Alors j'exagère un peu parce que oui, la section française de l'Internationale ouvrière est un parti politique fondé en 1905 pour regrouper tous les partis se revendiquant du socialisme dans la Troisième République française. C'est un parti politique qui prône ouvertement le renversement de la société capitaliste et son remplacement par une nouvelle société mondiale, dite socialiste, sans inégalité ni classe sociale, et qui a été particulièrement inspirée par les travaux de Karl Marx, fondateur de l'Internationale ouvrière. On distingue au sein de la SFIO ceux qui estiment que le socialisme doit prendre le pouvoir par la force d'une révolution, dit révolutionnaire, et ceux qui estiment qu'il doit prendre le pouvoir par des élections, dit réformistes, même si des ponts entre les deux sont nombreux.
Léon Blum, par exemple, plutôt dans le camp des réformistes, parle malgré tout d'une révolution à venir, mais considère quand même la victoire dans les élections nécessaires avant ça. La Première Guerre mondiale marque toutefois une rupture pour la SFIO, qui a été un parti largement pacifiste avant de se rallier brutalement à la guerre en 1914. Après la guerre, le parti revient sur des positions pacifistes et quitte même l'Internationale ouvrière en 1919 pour ses positions jugées bellicistes. Pendant ce temps-là, en 1917, une révolution suivie d'un coup d'État a renversé l'Empire russe et établi un premier régime socialiste, qui prend rapidement le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques. Le nouveau leader du pays, Vladimir Ilitch Lénine, forme une nouvelle internationale ouvrière sous le nom d'Internationale communiste, et enjoint tous les partis socialistes du monde à la rejoindre et à se ranger derrière l'URSS naissante. En 1920, lors du congrès de Tours, la SFIO vote son adhésion à l'Internationale communiste et change de nom pour devenir la SFIC, section française de l'Internationale communiste. Toutefois, il y a une partie non négligeable des délégués de la SFIO qui refusent de rejoindre l'Internationale communiste, notamment parce qu'elle impose de renoncer à son autonomie politique. Il s'agit de l'aile droite de la SFIO, celle qui a soutenu la Première Guerre mondiale et a voté les crédits de guerre. C'est donc les membres les plus installés du parti et y constituent d'ailleurs la majorité de ses députés. Et accessoirement, les ouvriers sont assez peu représentés parmi eux, paradoxalement vu le nom, mais il s'agit principalement de professions intellectuelles. La SFIC, qui est issue de l'aile gauche de la SFIO et est majoritaire, elle est constituée de jeunes dirigeants, parmi lesquels les ouvriers sont mieux représentés. L'aile gauche, celle qui forme la SFIC et est majoritaire, elle est principalement constituée de jeunes dirigeants, parmi lesquels les ouvriers sont mieux représentés, et elle est résolument pacifiste. Et c'est donc de cette aile droite, minoritaire, plus bourgeoise et qui a choisi de maintenir la SFIO, dont le Parti socialiste est le descendant direct. Raison pour laquelle je préfère placer la naissance du Parti socialiste en 1920 qu'en 1905. La nouvelle SFIO est donc une organisation socialiste, certes, mais beaucoup plus aisée et institutionnalisée. Et d'ailleurs, la majorité des députés de l'ancienne SFIO rejoignent la nouvelle SFIO plutôt que la SFIC, qui devient rapidement connue sous le nom de Parti communiste. Cette institutionnalisation permet à la SFIO de rester électoralement dominante, puisqu'elle obtient 20% des voix aux élections législatives de 1923, contre seulement 10% pour la SFIC. De plus, bien qu'au départ la SFIC compte 2 fois plus d'adhérents que la nouvelle SFIO, la stalinisation du parti dans les années 20 entraîne une chute considérable de ce nombre, qui passe en dessous des 30 000 à l'approche des années 30, alors qu'ils étaient plus de 100 000 à l'issue du congrès de Tours. Résultat, la SFIO reprend le dessus et devient rapidement plus importante, tant électoralement qu'en effectif militant. Malgré ça, elle est dans une position politique qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. En effet, dans les années 1920, les socialistes, qu'on appelle déjà comme ça pour les différencier des communistes, ont un parti de gauche puissant sur leur gauche, le Parti communiste, mais ont aussi un parti de gauche puissant sur leur droite. Le PRS. Le parti républicain radical et radical-socialiste, considéré comme la gauche bourgeoise par les socialistes et les communistes, est un parti politique laïque descendant des révolutionnaires radicaux qui voulaient l'abolition des privilèges, de la monarchie, l'établissement d'une république parlementaire et la séparation des églises et de l'État. Ils sont parmi les principaux inspirateurs de la Troisième République et sont aussi connus pour avoir présidé à la mise en place de l'école laïque et obligatoire. Mais dans les années 20, les radicaux ont désormais des positions très modérées et sont un parti proche des classes moyennes et des petits patrons. À côté de ça, la SFIO continue de tenir des positions radicales, certes moins révolutionnaires et de plus en plus réformistes. Donc par rapport au statu quo politique et social de son époque, on peut bel et bien parler d'un parti de gauche. Et pas d'extrême gauche, car son soutien sans participation au gouvernement dans les années 20, puis sa participation effective à partir de 1936, ne montre pas de volonté de renverser l'ordre établi. C'est toutefois l'après-Seconde Guerre mondiale et l'établissement de la 4ème République qui change cet équilibre. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la SFIO, le Parti communiste et un nouveau parti, le Mouvement républicain populaire, deviennent les 3 principaux partis français. Les radicaux, eux, se sont en partie effondrés électoralement et sont contraints de former une coalition avec d'autres petits partis, le Rassemblement des gauches républicaines, pour continuer à exister.
et ses positions évoluent de plus en plus vers le centre-droit. Donc après 1945, la SFIO n'a plus de parti de gauche puissant sur sa droite, ce qui rend un discours radical difficile à tenir quand on est un parti d'élus et de cadres issus des professions intellectuelles et qu'on aspire en plus à participer à des gouvernements. Et du coup, la SFIO devient le parti qui est un peu au milieu de l'échiquier politique et qui devient donc incontournable quand il s'agit de former des coalitions gouvernementales. Tout en ayant pour sa part le choix entre être le partenaire minoritaire du Parti communiste, parti d'extrême gauche devenu le premier parti de France à ce moment-là, et être un partenaire à peu près égal des démocrates chrétiens de centre-droit. Bon bah y a pas de secret, ils ont choisi le centre-droit. Et cette coalition centriste reste au pouvoir dans quasiment tous les gouvernements de la 4ème République, formant une série de gouvernements minoritaires qui s'effondrent les uns après les autres. La dichotomie entre les positions officiellement radicales de la SFIO, qui se dit toujours marxiste, et son soutien à des gouvernements très modérés a été appelé molétisme. Bref, le PS est devenu de centre-gauche. Et en fait, quand tu regardes toutes les évolutions ultérieures du PS, elles se font systématiquement par rapport à ça. D'un côté, le Parti socialiste, qui prend officiellement ce nom à partir des années 70, n'a jamais été un parti d'ouvriers, ses élus et ses cadres étant principalement issus des professions intellectuelles. Et de l'autre côté, c'était un parti de gauche qui n'avait aucun parti de gauche puissant sur sa droite, donc de moins en moins de pression pour s'insérer dans l'espace du centre-gauche. Mais qui a quand même longtemps eu un parti d'extrême gauche puissant sur sa gauche, donc une certaine pression quand même pour ne pas partir trop à droite et maintenir un discours de gauche. C'est pour ça que dans les années 70, alors que la droite gaulliste et démocrate chrétienne menait une politique keynésienne, avec quelques mesures progressistes comme l'ouverture de l'IVG, la libéralisation des ondes, un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite, le PS s'est radicalisé en s'alliant au Parti communiste avec un discours démocrate-socialiste. Et puis quand Mitterrand a pris le pouvoir, que le PCF s'est désintégré et que la droite gaulliste a été happée par la révolution conservatrice, les socialistes sont de nouveau partis vers le centre-gauche. Finalement, le moment où le PS a été le plus à droite, c'est justement dans les années 90 à 2010, quand le PS n'avait plus rien sur sa gauche à part un champ de ruines où tout était à reconstruire sur les cendres du Parti communiste. Et quand les Insoumis sont arrivés à la fin des années 2010, ont ramassé le drapeau et sont devenus de fait le premier parti de gauche, les socialistes sous pression et menacés de disparition ont été contraints de radicaliser à nouveau leur discours sous la houlette d'Olivier Faure. Et là, maintenant, tout de suite, alors que le bloc central est en train de se désagréger et pousse de plus en plus vers des positions de droite, un nouvel espace s'est ouvert au centre-gauche dans lequel le PS est en train de s'engouffrer. Et c'est donc au regard de tout ce qu'on vient de voir qu'on peut parler un peu plus des sujets qui remontent à la surface lors d'affaires comme celle de Barbara Bush. La question des droits LGBT+, celle de l'antisémitisme, celle du colonialisme et aussi celle d'Israël. Sur la question de l'antisémitisme, la SFIO y a été un opposant farouche dès le départ, étant d'ailleurs elle-même dirigée par un homme juif, Léon Blum, qui est emprisonné durant la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, les principaux antisémites en politique, c'est les dirigeants de la droite, qui n'hésitent pas à amalgamer les juifs et la gauche dans ce qu'ils appellent le judéo-bolchevisme. Et oui, c'est exactement comme l'islamo-gauchisme d'aujourd'hui. La lutte contre l'antisémitisme est ensuite restée un marqueur constant du Parti socialiste jusqu'à aujourd'hui. Sur la question des droits LGBT+, c'est un peu différent. En 1945, la législation homophobe instaurée par Pétain et qui relevait la majorité sexuelle à 21 ans pour les homosexuels contre 18 ans pour les hétérosexuels fait partie des quelques lois vichistes qui sont maintenues par la Nouvelle République. Et ni le Parti socialiste ni le Parti communiste ne s'y opposent alors. En fait, la question des droits LGBT+, elle n'existe pas dans la 4ème République. Et c'est seulement après les événements de mai 68 que des mouvements pour les droits des homosexuels commencent à émerger. Comme la jeunesse des années 70 est de plus en plus tolérante vis-à-vis des personnes homosexuelles, le Parti socialiste de cette époque adapte son discours et devient favorable à la dépénalisation de l'homosexualité. Puis dans les années 90, alors que l'homosexualité n'est plus criminalisée, les socialistes sont les premiers, sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, à proposer la mise en place d'un contrat d'union qui permettrait aux couples homosexuels d'avoir une reconnaissance légale, le Pacs, passé par l'union de la gauche contre la droite. Et dans les années 2000, alors que le mariage pour tous devient un enjeu majeur du débat public, les socialistes, d'abord réticents, s'y convertissent petit à petit, jusqu'à ce que François Hollande en fasse l'une de ses promesses de campagne majeures, réalisées ensuite en 2013. Toutefois, plus radicaux que ça, les socialistes ne l'ont jamais vraiment été. Ils ont été très lents à réagir sur la PMA par exemple, qui
a finalement été voté sous Macron. Sur la question de la transidentité, il a fallu attendre 2016 pour que le changement de sexe à l'état civil n'impose plus la stérilisation forcée des personnes concernées. Et encore, c'était une loi issue des parlementaires écologistes, votée ensuite par les socialistes. Et avant ça, des ministres socialistes n'ont pas hésité à reprendre des théories réactionnaires comme la fameuse théorie du genre, et il a fallu attendre 2022 pour qu'avec les accords de la NUPES, le PS s'engage clairement en faveur du changement d'état civil gratuit en mairie. Comme quoi, les gens qui disent que la gauche avait abandonné le social pour parler uniquement du sociétal, sur la fin du mandat Hollande, le PS, ils étaient ni social, ni vraiment sociétal. Et puis arrive l'épineuse question de leur rapport à la colonisation et à Israël. Concernant la colonisation, les socialistes y ont été relativement favorables jusqu'à la fin. Malgré tout, les quelques évolutions obtenues durant ces périodes ont eu lieu dans des gouvernements de gauche, comme par exemple la départementalisation des Outre-mer, sur proposition du ministre radical Gaston Monnerville, un ministre de centre-gauche. Sur la question d'Israël, c'est la SFIO qui a noué des liens diplomatiques et économiques privilégiés avec le nouvel État dans les années 50. C'était assez logique à l'époque, parce qu'Israël était dirigé, de son indépendance en 1947 jusque dans les années 80 et sans interruption, par le parti travailliste. La France devient alors le principal fournisseur d'armes à Israël. Cette alliance militaire permet à la France de disposer d'un allié sûr au Proche-Orient, face à l'Égypte de Nasser et aux mouvements anticoloniaux arabes, et de permettre à la France d'avoir un très bon client pour lui acheter des armes, tout en le faisant avec un État politiquement et idéologiquement sur la même longueur d'onde. Le Parti socialiste est donc un allié historique d'Israël, tout en commençant à défendre, à partir des années 80, la nécessité pour le peuple palestinien de disposer d'un territoire et d'un État. Et c'est pour ça que depuis les années 80 et Mitterrand, le PS est tiraillé entre une aile pro-israélienne, assez hostile aux droits des Palestiniens, et une aile plus favorable à la solution à deux États. Et ce clivage a continué jusqu'à aujourd'hui. En 2012, par exemple, François Hollande était plutôt le tenant de la ligne pro-israélienne et Martine Aubry la tenante de la ligne pro-solution à deux États. Mais malgré tout, ils se sont toujours refusés à soutenir officiellement une critique trop importante de l'État d'Israël, tout comme un boycott des produits israéliens. Et c'est aussi ça qui explique le rapport assez particulier du Parti socialiste au mouvement sioniste. Pendant longtemps, les socialistes français percevaient le sionisme comme un mouvement d'émancipation, porté par un parti frère, le Parti travailliste d'Israël, et qui visait à donner un refuge à un peuple persécuté en Europe. C'est quand Israël a petit à petit basculé à droite, et que le mouvement de colonisation des territoires palestiniens a démarré, qu'il a commencé lentement à revoir cette position, jusqu'à soutenir la solution à deux États comme il le fait aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'on peut encore trouver au PS des personnes qui soutiennent quasi inconditionnellement l'État d'Israël, et ce même s'ils se distinguent du gouvernement Netanyahou. Le Parti socialiste n'a pas toujours été et ne sera pas toujours sur un positionnement dit de centre-gauche. Il serait plus juste de parler de gauche institutionnelle. Ces élus sont des politiciens de carrière dont l'intérêt est de ne pas bousculer le statu quo trop fort. Ce n'est donc que quand des propositions politiques deviennent majoritaires dans leur électorat, voire dans la société, qu'ils s'en emparent et leur donnent effectivement des débouchés politiques concrets, s'ils se trouvent être au pouvoir à ce moment-là. Mais ça s'est fait uniquement parce qu'il y a eu des mouvements citoyens, associatifs, militants et politiques sur leur gauche qui ont poussé de nouvelles idées dans le débat et les ont contraints petit à petit à y adhérer. Et c'est peut-être justement un décalage beaucoup trop fort entre le PS et les idées dominantes à gauche dans les années 2010 et 2020 qui ont causé sa marginalisation alors qu'il était autrefois le grand Manitou de la gauche et l'émergence de la France insoumise. Et même si un espace politique s'est rouvert au centre-gauche, face à la demande de radicalité exprimée par de plus en plus de gens, notamment dans la jeunesse, la survie d'un PS de centre-gauche, elle paraît quand même assez compliquée. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de notre indépendance. À la prochaine!